Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast dans lequel on va parler de réglementation RGPD. Bon, je sais que c'est un terme qui en énerve plus d'un, je sais que c'est un sujet qui peut un peu se faire hérisser nos poils sur les bras. Et du coup, j'ai tenu à inviter Bénédicte qui va nous parler de toute cette partie légale. Elle est juriste d'affaires depuis 12 ans et la RGPD, c'est quelque chose qu'elle connaît vraiment bien, surtout dans le milieu des infopreneurs et des solopreneurs. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai souhaité l'inviter dans cet épisode. Alors de quoi on va parler ? Eh bien, on va parler de la réglementation, de ce que c'est, ce à quoi il faut faire attention, de pourquoi c'est pas finalement le grand méchant RGPD. On va dédramatiser évidemment le sujet, on va parler de Google, on va parler de plein de choses qui vont vous intéresser. On va parler aussi de newsletter, je sais que c'est quelque chose qui pique un peu également. Hein. Qu'est-ce que je fais de mes abonnés à la newsletter? Tout ça, on en parle dans cet épisode. Alors je vous invite à écouter notre échange qui, je l'espère, va vous apprendre plein de choses. Bonjour Bénédicte. Bonjour Hélène. Ravie de t'accueillir sur le podcast, sachant qu'on fait connaissance aujourd'hui. Oui, tout à fait. On s'est contacté par Instagram et puis là, c'est la première fois qu'on échange de vive voix. Exactement. Donc, comme quoi, Instagram peut apporter des bonnes rencontres et puis donner des opportunités de faire des collaborations ou des partenariats. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec des gens qui vous inspirent sur Instagram ou ailleurs. Alors, du coup, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, si je t'ai invité ici, c'est parce que la RGPD, donc le RGPD, le Règlement général de la protection des données ou sur la protection des données, me questionne pas mal au niveau de la communication et toi, ça fait partie des cordes de ton arc. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on sache un peu qui tu es? Oui, alors, moi, je m'appelle Bénédicte Vétier, donc je suis avant tout une maman comblée de 2 garçons. Et moi, je suis juriste d'affaires. En fait, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des groupes internationaux, dans des sociétés cotées en bourse. Et comme beaucoup de monde, en fait, j'ai eu un déclic pendant le premier confinement en 2020, avec une grosse perte de sens dans mon travail, un désaccord entre mes valeurs et les pratiques que je pouvais observer chez mes employeurs. Et voilà. Et du coup, pendant le confinement, j'ai découvert le système de l'infopreneuriat et j'ai opéré en fait un virage professionnel en démarrant une activité indépendante en tant qu'assistante virtuelle, assistante web marketing auprès d'infopreneurs. Et dans le cadre de cette activité, je me suis rapidement rendu compte de la méconnaissance et puis du côté vraiment artisanal, en fait, de la gestion des risques juridiques au sens large, que ce soit par les entrepreneurs en ligne ou du côté des partenaires, donc des freelances qui pouvaient les accompagner. Et donc là, aujourd'hui, je suis en train de revenir, on va dire, vers mes premières amours. Je propose à la fois des services
d'information juridique pour les entrepreneurs du web, donc que ce soit des formateurs, des coachs ou des freelances, des copywriters, des graphistes, tous les types de freelance. Et en particulier, je les accompagne aussi sur les aspects conformité à la protection des données personnelles. Donc voilà, donc si je résume, en fait, aujourd'hui, je suis slasheuse. J'ai plusieurs activités, plusieurs casquettes. Donc, je suis à la fois juriste, à la fois déléguée à la protection des données personnelles et à la fois prestataire en web marketing. Voilà. Top, nickel. Bon, ben voilà, donc plusieurs cordes à son arc. Avec une grosse appétence pour le juridique, ou en tout cas une expertise sur ce domaine. Et alors du coup, pour qu'on soit bien clair sur ce dont on va parler, j'avais un peu envie que tu nous dises ce que c'était que cette fameuse... Alors, parce qu'en fait, on en parle un peu comme du grand méchant loup, Oui. ou le méchant RGPD qui vient nous pourrir la vie. Alors, surtout quand c'est arrivé, je me souviens, tout le monde était dramatisé, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, en tout cas, vraiment enfin, on voulait beaucoup à cette fameuse RGPD. Et donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu, parce que l'objectif ici, c'est de dédramatiser un peu ce sujet quand même. Ouais. Alors, donc le RGPD, alors on peut dire la RGPD, moi ça ne me choque pas. Donc le RGPD, c'est effectivement le règlement général sur la protection des données personnelles. Donc c'est un texte qui est émis par l'Union européenne. Le texte, il a été émis en 2016 et il est applicable depuis 2018, donc ça fait depuis 4 ans. Et en fait, tu vois, déjà, on va le replacer contextuellement. En fait, le RGPD, en réalité, il n'y avait rien de nouveau quand il est rentré en vigueur. Parce qu'en France, tu vois, par exemple, on a la loi informatique et liberté qui se rapporte aux données personnelles depuis 1978. Tu vois, donc, c'est quand même pas du tout récent. Et ce qu'il y a, en fait, c'est que ce qui existait, les mesures et les sanctions qui existaient dans cette loi, en fait, c'était plus adapté par rapport à l'évolution de la société, à l'évolution des usages et notamment par rapport à l'explosion des GAFAM qui n'existait pas en 78, c'est sûr, l'explosion des GAFAM et puis la puissance en fait de ces entreprises. Et ce qui a accéléré en fait l'adoption du RGPD, historiquement, en fait, c'est les révélations d'Edward Snowden en 2013. Et ça a permis, en fait, si tu veux, à l'Union européenne, au gouvernement et aussi au grand public de prendre conscience, en fait, de l'ampleur de la collecte des données personnelles et de comment ces données personnelles étaient utilisées. Là, en l'occurrence, c'était par le gouvernement américain et le gouvernement britannique pour faire, en fait, de la surveillance à grande échelle des individus, mais même des gens comme toi et moi qui n'ont rien à se reprocher a priori. Et donc, du coup, ça a accéléré, en fait, si tu veux, l'adoption de ce texte qui vient, en fait, affirmer que c'est nécessaire de protéger les personnes. Mais tu vois, en fait, le RGPD, ce n'est pas un texte qui vient pour enquiquiner le monde, c'est un texte qui est adopté pour prévenir les impacts, en fait, que peuvent avoir l'utilisation des données personnelles sur la vie des gens. Tu vois, et il faut vraiment le reprendre dans ce sens-là. Ce n'est pas un truc qui a été fait juste pour t'enquiquiner dans ton business, tu vois. C'est pour protéger les gens. Et donc, du coup, tu vois, cette protection, elle va passer par des principes clés qui vont être notamment la transparence, la loyauté et tout. Et tout ça va transpirer, du coup, dans ce texte du RGPD. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment... tu vois, j'ai une consoeur qui s'appelle Inès Chérifi, moi je la cite, j'ai aucun problème avec ça, qui dit que le RGPD, c'est un outil, en fait. C'est un outil au service, en fait, de l'humain, des personnes qui viennent te confier leurs données personnelles. Et en fait, il faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Le RGPD, c'est un petit peu ton guide. C'est ton guide qui va te permettre on va dire, de diriger en fait le voyage de la donnée personnelle au sein de ton entreprise. C'est la donnée personnelle, par où est-ce qu'elle va entrer chez toi. Donc là, ça te permet tu dois identifier comment la donnée personnelle entre chez toi, comment elle voyage chez toi, comment elle est utilisée et comment elle repart de chez toi. Qu'est-ce que tu en fais quand on n'a plus besoin, en fait. Et donc, du coup, tu vois, quand tu le vois sous cette approche, les gens viennent me confier des données personnelles. C'est des données qui peuvent avoir un impact sur leur vie privée, tu vois. Donc, quand c'est des données sensibles, par exemple, ça peut être quand tu collectes des données, par exemple, sur les données de santé ou sur des choses un peu délicates comme, tu vois, vraiment la vie privée. Si tu as un coach, par exemple, qui accompagne
en développement personnel, tu vois, tu peux avoir accès à des données vraiment intimes, tu vois, de la personne. Donc, du coup, la personne te fait confiance, on te confie ces informations. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en fais? Et vraiment, le RGPD, il faut le voir comme ça. C'est simplement, en fait, un texte qui va te guider, qui va te dire comment euh, euh, donner la confiance aux personnes et comment toi, tu le fais dans ton entreprise par rapport à ça. C'est vraiment, il y a cet aspect vraiment éthique et protection des humains, en fait, qu'il faut avoir en tête plutôt que de se dire c'est un truc qui vient juste pour m'enquiquiner dans mon business, encore une loi que je ne comprends pas. C'est vrai que moi, en tant que consommatrice ou en tant qu'individu, depuis que c'est passé, alors bon, moi je suis un peu, comme j'étais un petit peu énervée quand le RGPD est passé parce que j'ai perdu je ne sais plus combien d'abonnés à ma newsletter par exemple, parce que ça c'est le truc qui a le plus énervé les infopreneurs et les entrepreneurs du web en fait. Ben moi, du coup, comme j'étais assez énervée, ben je peux te dire que du coup, maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui me téléphone, je lui demande comment il a eu mes données. Quand je reçois des newsletters, je suis pas contente parce que je vois pas d'où ils viennent, enfin, je comprends pas, etc. Donc, c'est vrai que en tant qu'individu, je trouve que ça apporte quelque chose en fait, parce qu'on est d'un seul coup, en tout cas quand on est au courant, beaucoup plus légitime à dire ben attends, mais tu fais pas n'importe quoi avec mon adresse email ou avec mes données, tu es sérieux quoi, enfin, tu es obligé en plus. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, ça m'a cassé les pieds. J'ai bien compris que c'était pas fait exprès, mais ça l'a quand même fait. Et par contre, en tant qu'individu, bah, j'étais bien contente que ça passe. Alors c'est vrai que du coup, c'est un peu on est un peu tiraillé entre les deux casquettes, mais en tout Oui. cas, c'est vrai que moi, j'ai bien perçu en tout cas l'intérêt en tant qu'individu. Et Donc, en tant qu'entrepreneur, en fait, il faut le prendre aussi, si tu veux, c'est l'occasion, tu vois, ce que je te disais, c'est ce voyage de la donnée personnelle au sein de ton business. C'est aussi l'occasion vraiment de te reposer sur tes process, en fait, sur vraiment les fondements de ton business. Parce que, en fait, ça va être toute la question de ton parcours prospect, client, et même si tu as des salariés et tout, c'est ce que je te disais, c'est comment elle rentre, comment tu la collectes, comment tu la conserves, comment tu l'utilises. Et en fait, c'est vraiment l'occasion de se reposer ces questions, mais vraiment basiques. C'est je ramasse des datas, je collecte des datas, et qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Quel est le parcours que je propose à la personne? Et tu vois, en fait, en tant que tel, on a l'impression vraiment d'avoir une montagne insurmontable en tant qu'entrepreneur, alors qu'en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et c'est ouais. surtout, en fait, l'occasion, tu vois, de se reposer vraiment des questions, mais vraiment purement basiques, quoi, sur c'est quoi mes process et quel est le parcours, en fait, au sein de mon entreprise. Ouais. Et alors, du coup, la question, parce que tu dis au sein de mon entreprise, mais en fait, la question enfin, en tout cas, je voulais une réponse claire et précise et qui va droit au but. On est bien d'accord qu'en tant qu'indépendant, solopreneur, micro-entreprise, auto-entreprise, tout ce que tu veux, on y est contraint. Oui, tout à fait. Alors en fait, le RGPD, c'est peu importe la taille de l'entreprise, peu importe le chiffre d'affaires, c'est tout le monde est concerné. Donc ça va être les petites et les grosses entreprises, les collectivités territoriales, les administrations, les associations, etc. Et en fait, le RGPD va s'appliquer dès que l'entreprise, donc du coup, dès que c'est une entreprise individuelle d'une seule personne, ou que ce soit un grand groupe, va traiter de la donnée personnelle. Donc, je voudrais juste préciser, parce que je n'arrête pas de parler de données personnelles et de traitement et tout, mais c'est des notions où il faut peut-être juste être clair là-dessus pour savoir de quoi on parle. Une donnée personnelle, tu vois, c'est vraiment de façon très large. C'est toute information qui permet d'identifier une personne, d'identifier un humain. Donc, ça peut être directement ou indirectement. Donc, tu vois, je vais collecter, par exemple, son prénom, son nom, son prénom, ça, c'est des choses évidentes. Quand on parle d'une identification indirecte, ça peut être un numéro de téléphone, par exemple, parce qu'un numéro de téléphone, tu peux le rattacher à quelqu'un. Et ça peut être fait à partir d'une seule donnée ou à partir d'un croisement de données. Par exemple, si je sais que c'est une femme qui habite à telle adresse et qui est née tel jour, ben, je peux rattacher à quelqu'un et dire qu'il s'agit d'une personne. Et quand on parle d'un traitement, c'est pareil, c'est une notion hyper large. En fait, c'est n'importe quelle opération qui est faite sur ces données personnelles. Et donc, une opération, tu vois, ça va être la collecte, par exemple sur mes formulaires email, l'enregistrement dans mon autorépondeur, l'organisation sur mon fichier Excel, la conservation dans mon cloud. Tu vois, tout ça, c'est des opérations de traitement. Et voilà, donc
c'est de ça qu'on parle, en fait. C'est dès que tu traites, donc en fait, dès que tu récupères une donnée personnelle, quel que soit le moyen, tu es concerné, en fait, par l'application du RGPD. Et dans les faits, finalement, on est tous concernés parce qu'on collecte de toute façon de la donnée, ne serait-ce que pour nos clients. Même si Oui, on est solopreneur, donc on n'a pas de salariés, bon, ok, mais il y a un moment donné où on a des clients, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, oui, je oui, le tout à souhaite fait. à tout le monde. Et forcément, on est obligé de collecter à minima des informations, comme par exemple le nom-prénom. Enfin, ça me semble être le minimum pour, quand on livre quelque chose, ou même si on ne se connaît pas le nom-prénom et qu'on livre des choses complètement digitales, il faut au moins l'adresse email. Donc, Oui, il y a forcément, enfin, en tant qu'entrepreneur, même solo-entrepreneur, on est contraint de collecter, enfin, on collecte de la donnée, c'est oui. obligé. Oui, en fait, c'est justement ça. C'est pas que le client, c'est aussi tes fournisseurs. Tu vois, c'est tes Ouais. fournisseurs, tes clients, tes collaborateurs. Tu vois, par exemple, là, tu as collecté de la donnée personnelle sur Bénédicte pour faire, pour réaliser ce podcast. Voilà, tu as forcément en fait de la donnée personnelle dans ton business, même si tu te dis non, je ne suis pas concerné. En fait, Ouais. si tu es forcément concerné. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, ben voilà, donc vous avez compris. Vous êtes concernés. Donc, alors, moi, tu le sais, hein, c'est un podcast qui est tourné communication, marketing, etc. Ouais. Donc, sur le plan communication, marketing, à quel moment on doit penser au RGPD globalement? Alors, dès maintenant, j'ai envie de dire. En fait, c'est le RGPD. En fait, il faut il faut y penser en fait dès que tu commences à traiter des données personnelles. Et tu vois, et j'ai envie de dire, c'est quand tu es justement quand tu débutes une entreprise, par exemple, en fait, c'est le bon moment pour se pencher sur ces questions-là parce que, en fait, comme tu mets tout en place, c'est plus simple, en fait. Tu as moins de choses à revoir, tu as moins de process à refaire, tu risques moins de perdre ta base client, par exemple, si tu n'as pas eu le consentement des personnes qui se sont inscrites à ta newsletter ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est dès le départ. Le plus tôt possible, c'est le mieux. En fait. Après, voilà, il est toujours temps d'y penser. Si vous ne l'avez pas fait encore, il y a encore temps de le faire et de se pencher dessus. Et après, enfin, tu vois, sur le plan marketing, il faut savoir au niveau de la communication, il n'y a pas de différence fondamentale que tu fasses de la communication en B2B ou en B2C. Et en particulier si tu as un site internet ou des réseaux sociaux. Donc, il faudra à ce moment-là forcément te poser la question en fait, de la protection des données personnelles de tes visiteurs. Ouais. Et alors, du coup, ouais, si on prend les différents aspects de la communication, donc newsletter, site internet, réseaux sociaux, etc., est-ce qu'il y a certains outils qu'on utilise sur lesquels il faut être particulièrement vigilant, ou est-ce qu'il y en a certains qui, justement, qu'on peut utiliser sans penser RGPD? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des choses Alors, à nous dire? mais, alors sur les outils utilisés, en fait, il faut savoir que pour les outils, il y a aussi toutes des questions qui se posent. Bon, je vais pas rentrer je vais pas rentrer vraiment dans le, le, le cœur juridique et tout ça parce que c'est pas le but de vous embrouiller non plus. Mais il faut savoir que quand vous utilisez les outils très à la mode, par exemple Notion pour n'en citer qu'un, Notion ou ClickUp ou ce genre de choses, ou même Google, tout le monde utilise Google Drive par exemple. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on envoie des données aux États-Unis. Donc, il faut se poser la question de sa conformité déjà, de savoir est-ce que j'ai informé les gens de ce que je faisais de leurs données personnelles? Est-ce que je leur ai dit que j'envoyais des données aux États-Unis? Ce genre de choses. Et donc, du coup, la première question à se poser avant d'utiliser un outil, c'est est-ce que c'est un outil, où est-ce qu'il est hébergé? Et tu vois, par exemple, en France, on a l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de la sécurité informatique, qui recommande en fait des outils comme des clouds sécurisés ou des coffres-forts pour des mots de passe, ce genre de choses. Et donc, ils ont toute une liste d'outils qui sont considérés comme étant conformes au RGPD. Et donc, du coup, si on utilise déjà ces outils, ça nous fait déjà du travail en moins, si tu veux, parce qu'on sait que ceux-là, ils ont été validés par l'État français, en gros.
Et donc, du coup, on a déjà une tranquillité d'esprit par rapport à ça. Après, voilà, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous utilisez un outil qui n'est pas agréé par l'ANSSI que tout va mal et qu'il faut tout changer. Non, non, c'est pas du tout ça. Au niveau des outils, il y a des moyens de les rendre conformes, on va dire. Et il y a toujours aussi moyen de les paramétrer pour limiter en fait aussi après la diffusion de données personnelles, quoi, si tu veux. Donc il faut toujours se poser la question, toujours aller explorer par exemple les petites cases confidentialité, tu vois, ou paramètres et regarder comment c'est fait. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je réfléchis à tous mes outils là. Non, je mais me dis, tu sais, je crois qu'ils sont tous aux États-Unis, tu vois. Donc, mais tu vois, c'est par exemple, là, on fait cet enregistrement via Zoom et on sait que quand tu fais des enregistrements via Zoom, il faut aller regarder quelque part dans les paramètres de Zoom, tu peux choisir le lieu où sont stockés les enregistrements sur le cloud. Tu vois, le paramètre par défaut, c'est envoyé aux États-Unis, mais tu peux choisir que ça va être hébergé en Allemagne, donc en Europe, et donc là, tu es conforme au RGPD, tu vois. Donc, ça fait partie des petites… mais moi, T'as plein de petits… je suis super conforme parce que je l'enregistre sur mon ordinateur. Voilà. Mais voilà, tu vois, en fait, tu as plein de petits trucs comme ça. Ah, c'est vrai. Mais voilà. Mais en fait, après, tu vois, là, je te donne, c'est juste des petites choses comme ça. Mais après, ça vient en fait dans tout cet ensemble, tu vois, de réfléchir toujours au voyage de la donnée personnelle dans ton entreprise, où c'est vraiment tout un ensemble quoi, de choses Alors, j'ai 2 questions plus précises sur le RGPD dans la com. Je viens d'en rajouter une par rapport à la préparation. Tant pis, tu vas devoir improviser. La première, c'est à qui on peut envoyer des newsletters, du coup. Parce que j'ai plein de clients qui se posent la question, enfin, moi qui ne se posent pas la question, justement. En fait, je vais même te dire, il y a des gens, enfin, moi, ça m'horripile, au plus haut point, hein, tu vois, mais ils font genre un truc de réseau, tu vois, ils sont en réseau avec des gens qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ils ont chopé les adresses email parce qu'il y a eu la liste à un moment donné qui a été diffusée. Et le lendemain, je me retrouve à recevoir des newsletters. J'ai rien demandé à personne. Et donc, ça m'exaspère. Autant dire que moi, ça m'exaspère beaucoup parce que forcément, je connais la loi et en plus, je sais qu'en termes de communication, c'est pas génial. En termes de, tu vois, d'image. Mais voilà, j'aimerais qu'une experte nous dise à qui on a le droit d'envoyer des newsletters. Alors, donc là, en fait, ce que tu me parles, ça peut rejoindre ce qu'on appelle le web scraping. Tu vois, il y a des données visibles publiquement sur des sites internet, dans des annuaires ou n'importe quoi. Donc, je vais les récupérer et je vais balancer ma newsletter ou mon offre commerciale à toutes ces personnes. Alors, en fait, tu n'as pas le droit de faire ça. Merci. Parce que tu n'as pas le droit de faire ça parce que, tu sais, c'est ce qu'on disait au début, c'est un principe de loyauté, en fait, dans le RGPD. Et quand tu récupères des données comme ça, sans en informer les personnes et sans qu'elles soient d'accord pour que tu leur envoies, en fait, des offres commerciales, eh ben, c'est une façon déloyale, en fait, de faire. Et donc, du coup, ta base d'email, eh ben, elle est hyper bancale, en fait. Si tu as un contrôle… on va te demander la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui vérifie l'application du RGPD en France. Elle va te demander de prouver que tu as eu les consentements des personnes pour leur envoyer de la prospection commerciale, donc des newsletters. Une newsletter, c'est la prospection commerciale. Et en fait, tu vas être incapable de démontrer ça. Donc, tu as une base. Le risque que tu as, c'est qu'on va te dire, vous arrêtez les traitements, donc tu dois supprimer ta base. Et donc, du coup, tu te retrouves avec plus aucun contact. Tu fais comment ? Enfin, c'est ça le risque qu'il faut voir, c'est que c'est au-delà de se dire, c'est pénible et tout, mais en fait, c'est aussi tu prends des risques un peu inutilement pour ta propre société, en fait, parce que tu peux perdre tout du jour au lendemain, tous tes contacts. Il suffit que tu aies une personne qui fasse une réclamation pour que tu aies un contrôle dans le dos. Tu vois, il ne faut pas se dire ça arrive qu'aux gros, qu'aux GAFAM et tout. Non, ce n'est pas vrai. Les gens sont de plus en plus informés sur leurs droits et il y en a de plus en plus. Je vois, moi, pour avoir fait du service client là, dans le web marketing, il y en a de plus en plus des gens qui font des demandes d'accès, qui demandent à ce qu'on supprime leurs données, qui demandent à savoir quelles données on a sur eux et tout. Et quand on se trouve confronté à ça et qu'on n'a rien fait proprement, on s'expose facilement au risque de contrôle. Donc, la newsletter, pour en revenir là,
Donc, pour avoir une newsletter loyale et légale, il faut déjà en fait mettre en place un formulaire pour collecter les données. Donc, il faut simplement, il faut ajouter une mention en fait. Tu n'es pas obligé de faire la fameuse case j'ai pris connaissance, machin et tout. Il faut que tu indiques au moment de l'inscription, quand la personne elle t'envoie et elle fait s'inscrire, il faut que tu mettes une mention d'information qui dit bien à la personne que elle va recevoir des offres marketing et que du coup elle est en s'inscrivant, elle est d'accord avec ça. Il faut aussi informer le client qu'il peut se désinscrire à tout moment. Donc, c'est hyper important d'avoir des liens de désinscription dans toutes ces newsletters avec des liens qui fonctionnent. Ouais, mais je crois que ça, par contre, tu vois, tous les outils, ils sont bien faits, les outils d'envoi d'emailing, parce que beaucoup n'acceptent pas d'envoyer les newsletters s'il n'y a pas ce fameux lien de désabonnement. Donc, par contre, il faut faire attention avec les outils, il y en a beaucoup. Pour n'en citer qu'un, ConvertKit, par exemple, il le fait, qui te demande de confirmer ton désabonnement. Et ça, ce n'est pas légal. Ouais. En fait, tu dois pouvoir te désabonner en un seul clic sans avoir à confirmer que tu veux te désabonner. Donc, ConvertKit, je ne connais pas très bien cet outil, mais du coup, il doit y avoir des paramètres pour désactiver ça. je pense. Ouais. Mais voilà, mais faites attention à ça. Ça, ce n'est pas une pratique autorisée normalement. Bon. Donc, ce lien pour se désinscrire, le formulaire avec « Attention, vous allez avoir du marketing et vous pourrez vous désinscrire à tout moment ». Voilà, donc ça c'est pour le B2C notamment. Quand tu es en B2B, donc il y a une subtilité quand même, et en B2C il y a une autre subtilité. Alors on va finir avec le B2C. Le B2C, il y a une subtilité, c'est que si quelqu'un est client chez toi, tu vois, il ne s'est jamais abonné à ta newsletter, mais il achète tes services, dans ce cas-là, tu as le droit de lui envoyer des newsletters avec des offres identiques ou similaires à ce qu'il a déjà acheté. Par exemple, tu lui proposes un coaching, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en productivité, et là, tu vas faire un coaching en n'importe quoi, un truc assimilé à la productivité sur un outil, par exemple, qui permet d'être hyper productif, où tu as des liens d'affiliation sur des outils qui peuvent rentrer dans le cadre du coaching et tout, ça, tu vas avoir le droit de lui envoyer. Mais dans ce cas-là, tu vois, il faudra que tu opères une segmentation, en fait, dans ta base, pour dire, eux, c'est des clients, et c'est pas juste, je l'inscris à ma newsletter standard, quoi, si tu veux. Ouais. Tu vois, c'est des clients, et les clients, ils peuvent recevoir certaines offres ou certaines newsletters dans lesquelles je vais parler de choses qui sont liées aux produits qu'il a achetés, aux produits ou services qu'il a achetés. Ça, tu as le droit de le faire, toujours avec le lien des inscriptions, etc. En B2B, c'est différent. C'est un petit peu différent. Donc, tu vois, pour le B2C, c'est ce qu'on appelle le principe d'opt-in, c'est que la personne doit accepter. Pour le B2B, c'est différent, c'est l'opt-out. Tu peux faire de la prospection commerciale à partir du moment où quand tu utilises une adresse email notamment, où c'est en lien avec l'activité de la personne. Tu vois, par exemple, je suis un copywriter, j'ai parfaitement le droit d'envoyer en fait de la prospection commerciale à un infopreneur parce que, voilà, ça, je peux le faire. Mais pareil, toujours le lien de désinscription et compagnie. Donc, même si c'est pas inscrit, du coup. Là, j'ai collecté, par exemple, son adresse, je ne sais où. Alors, attention, on parle bien, là, dans le cadre professionnel uniquement. C'est pas... Oui, j'ai bien compris. Alors, sachant que, par exemple, si tu fais du scrapping sur LinkedIn, et que tu lui envoies une offre qui n'a rien à voir avec son domaine d'activité, ça ne marche pas. Tu vois. Oui, donc, ça reste assez restreint, en fait. Tu vois. Ouais. Alors, attention, je fais une petite parenthèse parce que du coup, on a parlé de B2C et de B2B. Donc, je vais juste préciser. Oui. Le B2C, c'est quand on vend des offres, des produits à des consommateurs finaux, des particuliers, on va dire. Et le B2B, c'est quand on vend des produits ou des services à des entreprises ou des entrepreneurs indépendants, par exemple. Je précise juste ça parce que peut-être il y en a certains qui écoutent le podcast et qui ne sont pas super au point sur ces deux acronymes qu'on utilise beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai bien compris. Et quand on a des clients, du coup, alors en B2B, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, qu'est-ce que tu en fais? Alors, on a le droit de leur envoyer des newsletters ou pas? Tu as le droit de leur envoyer des offres, effectivement, et tu peux leur envoyer des offres, tu peux leur envoyer la newsletter, sous réserve, bien sûr, de respecter, tu vois, les conditions de forme de la newsletter, comme on disait, avec le lien de des abonnements, etc.
Génial. Merci pour ces précisions. J'espère que ça vous aidera tous, hein, à être dans la légalité. Donc, on a entendu, pas besoin de case à cocher. Alors, moi, j'étais convaincue que la case était obligatoire à cocher. C'est les en fait, ce qui va être le plus important, c'est les mentions d'information que tu vas écrire. Ouais, ouais. Mais je pense que Ouais. c'était obligatoire de cocher. J'accepte de recevoir des informations commerciales de la part de... Alors, oui, c'est en fait, si tu veux, bon, je ne vais pas rentrer dans Non, mais t'inquiète, c'est bon. dans le Si vous dans le voulez avoir des détail. détails, il va falloir bosser Alors, avec c'est Bénédicte, ça. hein, qui La prépare mention, une oui. offre super. Donc, voilà. Mais si vous êtes en B2C, si votre canal d'acquisition principal, du coup, c'est cette newsletter et que vous voulez vraiment être Réglo. conforme, Ouais. vraiment hyper réglo en termes de prospection commerciale, parce que votre newsletter, ça va être vraiment, vous communiquez exclusivement par ça, mais ça peut être autant des newsletters, comme on dit, inspiration, où vous racontez votre vie et puis 2 semaines après, vous balancez vos emails de lancement sur une offre qui n'intéresse peut-être pas votre prospect. Vous mettez l'opt-in, absolument. Ouais. Parce que comme ça, la personne, en fait, elle a vraiment consenti à recevoir tous vos emails, y compris les emails, y compris ces emails qui va dire, ouais, de vente, en fait. Voilà. Ok, nickel. Merci. L'autre point, et là c'est parce que c'est très actuel, alors je voulais en parler rapido avec toi, c'est Google Analytics. En ce moment, il y a une espèce de vague d'inquiétude qui tourne autour de Google Analytics pour notre site Internet, enfin pour nos sites Internet, parce que évidemment, Google, on le sait, hein, c'est quand même une entreprise qui a un monopole, ou en tout cas une position dominante assez forte, et beaucoup de sites Internet traquent son trafic avec Google Analytics. Quid de Google Analytics et du RGPD? Ouais. Alors, tu sais, c'est ce que je te dis. On en parlait un tout petit peu plus tôt par rapport au transfert de données aux États-Unis. Et en fait, c'est pour ça que Google Analytics a été considéré comme illégal par la CNIL en France, mais aussi par les autorités en Belgique, il me semble, ou en Hollande et en Autriche. Donc, il n'y a pas que la France, en fait, qui a considéré Google Analytics comme étant non conforme au RGPD. En fait, là, ce qui se passe pour Google Analytics, c'est que là, on est dans une hypocrisie politique absolue. Normal. Parce que, voilà, ce qu'il y a, c'est que énormément d'entreprises et même d'entreprises publiques utilisent Google Analytics et donc, du coup, font ces envois de données vers les États-Unis, parce que Google Analytics, donc du coup, c'est quand même un script, un script qui va être mis un script de tracking qui permet en fait de collecter des données. Et quand même, on peut, quand vous regardez ce que vous avez sur Google Analytics, il y a des identifiants uniques qui peuvent être donnés aux visiteurs, et donc du coup, ça permet quand même de les relier à des adresses IP et donc à des personnes. Donc voilà, c'est quand même, c'est pour ça qu'on parle de Google. C'est très précis, ouais. Voilà, mais c'est pour ça qu'on parle du RGPD et du Google Analytics. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est aujourd'hui, on ne peut plus théoriquement envoyer de données vers les États-Unis parce qu'il y avait un mécanisme qui s'appelait le Privacy Shield, donc qui était en fait un accord international entre les États-Unis et l'Europe qui permettait d'envoyer des données vers les États-Unis comme si les États-Unis, c'était l'Europe. Tu vois, voilà. Donc, du coup, tu ne te posais pas la question de te dire est-ce que je suis conforme au RGPD ou pas. Sauf que le Privacy Shield a été annulé en 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne suite à une action d'un activiste autrichien qui s'appelle Max Schrems, un grand défenseur des données personnelles, enfin de la vie privée. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun accord international qui existe entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est pour ça que, voilà, normalement, quand tu veux envoyer des données aux États-Unis, tu dois te poser la question comment j'envoie les données aux États-Unis, et tu dois faire des contrats spécifiques, tu dois mettre en place certaines choses pour que ce transfert soit considéré comme conforme au RGPD. Voilà. Sauf que du coup, ce qu'ont fait beaucoup d'entreprises américaines, dont Google, HubSpot, plein de boîtes, c'est qu'ils ont mis en fait ils ont installé des hébergeurs en Europe sur le siège sur le territoire européen, en Irlande notamment, en Allemagne, etc. Et comme ça
permet, en fait, on va dire, de contourner le problème et de dire, ben voilà, les données, elles sont en Europe. Mais ça devient encore plus complexe, c'est que Google aux États-Unis, les ingénieurs de Google aux États-Unis peuvent accéder aux données qui sont sur les serveurs en Europe. Donc, on considère que c'est quand même transféré aux États-Unis à ce moment-là. Tu vois. Et voilà. Et donc, à partir du moment où tu as un accès d'un pays tiers. Et voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça, tu vois, c'est pour toutes ces raisons techniques, tu vois, et politiques et juridiques, tu vois, qui font que Google Analytics est considéré comme non conforme. Tu vois, là, c'est juste pour comprendre de quoi on parle. Et en fait, Google, lorsqu'ils ont eu cette décision qui les a déclarés illégaux, en fait, non conformes à RGPD, Google s'est fendu d'un communiqué de presse, ce qui est assez rare, en fait, si tu veux, en disant que d'un côté, ils font leurs meilleurs efforts pour être conformes côté européen, et ils mettent en place des choses. On peut leur reprocher beaucoup de choses parce qu'ils se sont pris des grosses amendes de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais donc là, ils sont en train de changer, de mettre en place des choses. Mais d'un autre côté, il y a aussi la loi américaine, tu vois, qui leur impose d'autres choses. Et notamment, ce qui pose problème à l'Europe, c'est que le gouvernement américain et les services de renseignement américains se réservent le droit, en fait, de pouvoir avoir accès à toutes les données personnelles qui sont stockées aux États-Unis. Et donc, il y a ça d'une part. Et ils ont adopté récemment ce qu'on appelle le Cloud Act. C'est-à-dire que même si des données d'entreprises américaines comme Google sont stockées ailleurs dans le monde, sur des serveurs en Europe, par exemple, la filiale européenne est quand même obligée de les communiquer à sa maison mère américaine. Tu vois, voilà. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est l'entreprise, elle est le cul entre deux chaises, littéralement, entre deux législations qui sont complètement incompatibles. Et du coup, là, en fait, on tombe vraiment dans la pure politique, quoi, si tu veux. C'est une guerre, en fait, sur la maîtrise des données et de l'emplacement des données entre l'Europe et les États-Unis. Donc là, il y a la Commission européenne qui a annoncé récemment qu'ils allaient faire un nouvel accord avec les États-Unis. Donc, c'était vraiment juste un effet d'affichage parce que cet accord, il n'est pas encore négocié, il n'existe pas encore. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, Google Analytics, pour l'instant, c'est considéré comme non conforme au RGPD. Si vous l'utilisez en l'état, il y a quelques manipulations à faire pour anonymiser les données que vous pouvez collecter via Google Analytics. Et on va dire que ça, c'est le plus basique à faire pour continuer à utiliser Google Analytics. Parce que quand on a des données anonymes, en fait, où on ne peut plus les rattacher à une personne, elles ne sont pas couvertes par le RGPD. Donc, il y a ça. Et après, en fait, là, l'Europe a fait ça aussi. C'est clairement, toujours dans cette guerre en fait, numérique, tu vois, c'est clairement aussi un moyen de favoriser les solutions européennes. Bien sûr. Mais le problème, comme on disait, c'est que pour l'instant, ces solutions européennes, elles sont imparfaites par rapport à Google. Et le problème aussi, c'est que, c'est que Google, c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. Mais c'est toi le produit, donc c'est tes données, en fait, le produit. Bien sûr. Et les solutions européennes, pour l'instant, elles sont imparfaites, elles sont payantes et elles sont chères. Donc, elles peuvent être très chères. Donc, pour des entreprises, tu vois, comme toi et moi, on est des petites entreprises, ça peut devenir compliqué. Donc, il existe après, aujourd'hui, voilà, la CNIL, elle a mis quand même à disposition une liste d'une quinzaine de solutions d'analyse d'analytics qui sont considérées comme conformes au RGPD. Et il y a de plus en plus en fait, de solutions aujourd'hui qui sortent où on va vraiment collecter que ce qui est vraiment strictement nécessaire pour faire un suivi des datas pertinent au plan marketing et à la fois conforme à la législation. Et loyal. Voilà. Donc ça, c'est les nouveautés qui arrivent. Tu vois, le RGPD, ça devient vraiment un problème marketing aujourd'hui plus que mais juridique. c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est évident. Bref, maintenant que tu nous as dit un peu tout ce qui était censé être fait, qu'est-ce qui peut se passer si on ne fait pas ce qu'il faut? Quelles sont les sanctions, etc. La réponse simple, en fait, ça va être que le risque, c'est une très grosse amende. Alors, quand tu n'es pas conforme au RGPD, en fait, en fonction de l'importance de l'infraction, l'amende, ça peut être jusqu'à 20 millions d'euros ou 2 à 4% de ton chiffre d'affaires annuel mondial. Si tu as une activité mondiale. Ça va aller. Voilà. Non, mais c'est voilà. Donc ça peut être des très grosses sommes.
Et il faut savoir que donc en France, c'est la CNIL dont on a déjà parlé, qui contrôle l'application du RGPD. Et depuis janvier 2022, la CNIL des, elle a des procédures simplifiées, des procédures de contrôle simplifiées qui ont été mises en place pour en fait accélérer les contrôles sur les infractions simples. Donc, ce que j'appelle infractions simples, ça va être par exemple votre site internet. Est-ce que vous avez un bandeau cookie? Est-ce que vous avez une politique de confidentialité? Et est-ce que vous avez les mentions d'information sur vos formulaires de contact? Voilà. Et le risque qui va aller, donc ça c'est pour les amendes simples, pour lequel l'amende va jusqu'à 20 000 euros. Donc c'est quand même une somme quand on est une petite entreprise. Oh la vache. Ouais. Pardon, excuse-moi. Ok. Donc voilà, là en fait l'idée c'est vraiment de faire du volume avec Oui. ces procédures simplifiées. Et le risque, la sanction du consommateur, c'est vraiment un risque en termes d'image et de réputation en fait. C'est vraiment une question de réputation. On n'a qu'à voir par exemple toutes les fuites de données qui ont pu avoir lieu sur Facebook, là, tu vois, récemment, on a les fameuses les données de santé qui fuitent des laboratoires d'analyse avec tout ce qui va être lié au Covid, etc. Il y a une perte de confiance très grande des consommateurs envers ces entreprises. Et en plus, le nom de ces entreprises est parfois affiché publiquement, tu vois. Donc là, il y a donc en termes de communication, c'est une catastrophe, tu vois, pour ces entreprises, parce que là, tu passes en mode plan de crise, quoi, pour comment regagner la confiance de tes utilisateurs une fois que tout ça est rendu public. Oui, c'est clair. Et à titre, on va dire, plus petit, parce que nous, on est plus petits, comme je le disais un peu tout à l'heure, quand je reçois des newsletters de quelqu'un qui est solopreneur, mais à qui j'ai rien demandé, et en plus, qui va venir avec ses gros sabots direct me vendre un truc, que de me dire, bon, moi, c'était sympa de se rencontrer, sans personnalisation, sans rien, l'image, elle est juste catastrophique, en fait. Oui, et effectivement, après, c'est en termes... on est d'accord, alors en termes de marketing, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En termes d'approche, c'est vraiment le cold marketing. Là, c'est vraiment ça marche de moins en moins. Enfin, de mon point que ça soit justement vis-à-vis des consommateurs ou vis-à-vis de clients professionnels comme des entrepreneurs, parce que tout le monde a de moins en moins de temps. Des réponses, des démarches qui est absolument non personnalisées, où on ne prend pas le temps de s'intéresser à la personne et à son business. Franchement, il faut faire du très, très gros volume avant d'aboutir à quelque chose. Et je pense qu'en plus, si on fait ça, ce n'est pas certain qu'on décroche du business avec ses clients de rêve non plus, quoi. Non, c'est clair. Oui, il y a aussi le fameux client idéal. Et souvent, quand on fait ça, on va plutôt aller taper du client qui veut du pas cher éventuellement, parce que c'est souvent là-dessus qu'on va se différencier. C'est vrai que moi qui travaille beaucoup l'élément différenciateur, etc., là, il n'y a pas trop le temps de faire valoir son élément différenciateur et justement, toute cette partie qui te permet de vendre pour ce que tu es et non pour un prix, quoi. Oui. Donc, tu vois, juste à cet égard, là, il y a des études qui commencent à sortir alors pas encore en France, mais il y en a eu dans d'autres pays européens, qui montrent aussi à quel point la politique de gestion de tes données personnelles, et l'affichage et la communication que tu vas avoir par rapport à ça, a une influence sur ton chiffre d'affaires. Commence à avoir une influence sur ton chiffre d'affaires. Et du coup, je pense que ça va être de plus en plus prégnant à l'avenir, et que toute cette approche vraiment gros sabots, non personnalisée, non humaine, et c'est surtout la personnalisation, je pense, du parcours client. Ça va péricliter, ou en tout cas, c'est pas des formes qui sont vouées à fonctionner à long terme, quoi. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, c'est déjà vrai, tout ce qui est personnalisation. Mais par contre, je vais dans ton sens, c'est que plus on veut personnaliser le parcours client, plus on doit collecter de la data, quoi. Ça, Exact, oui. Et je fais une parenthèse parce que moi, je fais pas mal de formations et j'ai une
une copine, une partenaire avec qui on travaille, qui elle est prestataire de formation et qui travaille sur Calliope beaucoup. Eh ben, là, on doit collecter énormément de data parce qu'on doit savoir quand, surtout quand on fait du e-learning en vidéo, etc., on doit savoir si la personne s'est connectée, si elle a bien suivi toute la formation, etc. Donc là, c'est de la data, mais à gogo qu'il faut collecter, quoi, pour le coup. Oui. Mais là, tu vois, ça, en fait, après, tu dois collecter cette data, mais c'est parce que tu as une obligation aussi de le faire. Et c'est dans le cadre aussi de l'exécution du service que tu donnes. En fait, si tu veux, on pense souvent à cette fameuse case à cocher, au consentement, pour justifier en fait la collecte et les traitements de données que tu dois faire. Mais en fait, tu as 6 bases différentes, 6 raisons en fait, prévues par la RGPD qui te permettent de faire des traitements de données. Le consentement, en fait, on va dire que c'est vraiment celle que tu utilises en dernier recours. Et tu vois, par exemple, si tu as un client qui t'achète un service, tu vas bien être obligé de collecter son adresse, par exemple, si tu lui envoies un produit physique, tu vas bien être obligé d'avoir son numéro de carte bancaire masqué, certes, mais tu vas bien être obligé à un moment d'avoir des données financières, etc. Donc, tu es obligé de collecter de la donnée pour exécuter, ton service ou ton offre. Voilà, pour exécuter ton offre. Et donc, en fait, ça, tu vois, je suis obligé de collecter de la donnée. Je collecte ces données pour réaliser mon offre. Je suis obligé de le faire. Et en fait, ça te donne une raison valable parmi d'autres, tu vois, de faire de la collecte et du traitement de données. Et donc, du coup, dans le cadre de Calliope, en fait, ça rentre dans ces cadres-là. C'est pour l'exécution, en fait, du service de formation et dans le cadre, en plus, de Calliope. Et c'est pas le consentement de la personne, en fait. Ouais, non, mais là, je dis, oui, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir. De toute façon, bien, mais oui, effectivement, il y a de la data à gogo. Non, mais je pensais par rapport à la personnalisation du parcours, etc., de vie du client dans l'entreprise. Voilà, tu es obligé de collecter encore plus de données si tu veux vraiment personnaliser que si tu fais un truc lambda où tu envoies la même chose à tout le monde. Quoi. Ça, c'est sûr. Oui, effectivement. Et puis, en fait, tu peux collecter des données si elles te servent, si tu peux justifier qu'elles vont te servir à quelque chose. Et effectivement, après, quand tu fais cette collecte et que tu fais ces utilisations de façon loyale et transparente, toujours en ayant informé les gens de ce que tu allais faire, tu peux le faire. Bon, nickel. Alors, j'ai une toute dernière question, même si on a donné plein d'astuces. Alors, du coup, j'ai même hésité à te poser cette question, mais tant pis, je la pose quand même. Est-ce que tu as des astuces que tu pourrais partager pour intégrer le RGPD dans sa com? Oui. Alors, dans sa com, tu vois, je pense immédiatement à si vous avez un site Internet. Si vous avez un site Internet, il faut avoir les mentions minimum obligatoires. Donc, à savoir, sur un site Internet, c'est les mentions légales qui permettent d'identifier le propriétaire du site. Ça va être les mentions d'informations sur tous les formulaires de contact, sur les formulaires pour souscrire à la newsletter et tout ça, et fournir aussi un moyen de contact. Il faut absolument qu'il y ait quelque part un formulaire ou qu'on puisse trouver un moyen de contact pour pouvoir exercer notamment ou exercer ses droits ou poser des questions par rapport à ses droits en tant qu'utilisateur du site web. Et quand on communique sur les réseaux, en fait, c'est pareil, c'est que dans la mesure du possible, enfin, c'est pas dans la mesure du possible, c'est idéalement, il faut mettre quelque part un lien vers votre page d'information en fait, sur votre politique de confidentialité. Pour montrer aux personnes que en fait, vous collectez aussi des données via vos réseaux sociaux sur les habitudes d'utilisation, sur les heures de connexion, ce genre de choses. Vous faites des sondages, vous avez des messages privés et tout ça, en fait, c'est pareil, c'est considéré comme de la data, de la donnée personnelle. Donc voilà, c'est important d'avoir quelque part, dans la mesure du possible, un lien vers votre politique de confidentialité, même si ça renvoie un renvoi vers votre site web. Et voilà. Et du coup, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment les astuces, c'est donner de l'information aux personnes sur ce que vous faites des données et sécuriser le plus possible, dans la mesure du possible, aussi vos accès avec des mots de passe forts, en utilisant c'est ce genre de choses. Parce que ça, c'est important aussi pour éviter le plus possible les fuites et les piratages. Et voilà, ça, c'est vraiment la base de la base, quoi. Nickel.
Super. Informer, sécuriser et dédramatiser surtout. Dédramatiser parce que là, c'est vrai que j'ai parlé de choses techniques, j'ai parlé de choses, ça peut être flou, mais repenser à ce parcours de la donnée personnelle dans l'entreprise. Elle arrive en voyage chez vous, qu'est-ce qui se passe pendant son voyage et comment se termine son voyage? Ouais, c'est sûr. Ah non, c'est intéressant de le voir comme ça. C'est vrai qu'en plus, par exemple, moi, je sais que je retravaille pas mal mon parcours client à minima, tu vois, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut inclure dans sa réflexion, bah, par où, qu'est-ce que je fais des données, de quoi j'en ai besoin, lesquelles je collecte, pourquoi, et, Oui. qu'est-ce que j'en fais ensuite, quoi, une fois que je les ai utilisées. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors, si on a Ouais. envie de travailler sur ces points-là, tout ça, parce que du coup, bah, on s'est dit que c'était forcément très intéressant et très important, en tout cas très important, ça c'est sûr. Après, pour les uns et les autres, c'est plus ou moins intéressant. Moi, je trouve ça captivant et très intéressant, mais voilà. Et comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour éventuellement travailler avec toi? Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Ouais, alors vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis très active sur Instagram. Je suis en train de mettre en place effectivement une newsletter et le site internet, du coup, pour Donc, avoir plus d'informations sur toutes ces joyeusetés du RGPD. ouais. Alors du coup, ce que dit pas Bénédicte, c'est qu'elle va proposer une bêta en fin d'année, si tout se passe bien, que Oui, après, donc j'imagine, après tout ça, il y aura forcément moyen d'avoir des formations, du coaching, de l'accompagnement oui, sur ces points précis, donc enfin, ces points-là. Donc n'hésitez pas à la suivre pour être tenu informé de toutes les évolutions et de tout ce qu'elle va proposer incessamment sous peu. Et puis aussi à la contacter en message privé pour commencer très rapidement à travailler avec elle. Voilà. Tous les oui. liens seront dans la description du podcast, évidemment, comme d'habitude. Alors, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère que, évidemment, vous avez appris plein de choses. J'imagine que vous avez appris plein de choses, puisque moi-même, j'ai appris plein de choses. Donc, voilà. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. Merci beaucoup, Bénédicte, pour tout ce que tu nous as transmis pendant cet épisode. Bah, merci à toi, Hélène, pour Et cette puis, invitation et puis cette discussion passionnante. Moi, avec ça plaisir. me passionne. Oui, je vois ça, j'entends ça en tout cas. C'est très bien, hein, il vaut mieux faire sur ces sujets qui sont quand même hyper. Ouais, voilà quoi. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça quand même hyper contraignant, hyper très dans les textes, etc. Il vaut mieux être passionné quand même. Ça, c'est sûr. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit, pour ta présence, pour d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!